Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous visitons le monastère d'Osio Luca sur notre route vers Athènes. C'est un monastère bien plus vieux que ceux des météores et un bon exemple de l'architecture byzantine. On visite l'église principale d'Osio Luca. Au-dessous se trouve la crypte Sainte-Barbara. À gauche est l'église attenante de la Vierge Marie, la plus ancienne du site. L'église de la Transfiguration est une chapelle un peu à l'écart. Nous allons à Athènes ensuite. On explique comment aller en métro à l'Acropole. Le monastère d'Osio Luca a suivi l'arrangement des monastères byzantins imposés par la vie communautaire et le caractère de forteresse. Le complexe se compose de bâtiments disposés étroitement ensemble, entourant une cour au milieu de laquelle se dressent les deux églises. Les bâtiments autour abritaient les cellules des moines et des installations auxiliaires pour les besoins de la vie. En même temps, leurs murs extérieurs continus fonctionnaient comme le périmètre défensif du complexe, renforcés par des tours sur les points les plus vulnérables, dont la plupart ne sont plus debout. L'entrée est à régler dans le magasin de produits locaux avant le portail. Nous ne le voyons qu'en sortant et c'est alors que nous payons les modiques 4 € par personne. La nouvelle et imposante église a été construite au début du XIe siècle. Il appartient au type architectural octogonal complexe, par lequel la création d'une seule zone interne couverte par un seul dôme large est réalisée. L'effet de l'architecture constantinopolitaine est ici également évident, avec de grandes et luxueuses fenêtres, des voûtes croisées et un revêtement en marbre et des mosaïques sur les murs. La construction de l'église fait partie d'un programme de construction plus large qui agrandit considérablement les locaux du monastère, y compris la crypte, la citerne, le réfectoire et un certain nombre d'autres bâtiments annexes. Le complexe Osio Luca est le plus ancien et le mieux conservé des importants monastères médio-byzantins de Grèce, les autres sont le monastère de Daphnie en Attique et le Neamoni de Chios. Les relations étroites de la famille Léovakos avec le monastère et le Osio confirment le fait que beaucoup des premiers abbés soient issus de cette famille donatrice. Au début de sa fondation, le monastère obtient grâce à des dons de vastes zones rurales, dont la culture fournit des cultures de subsistance aux moines et aux pèlerins. Ces terres sont gérées par l'établissement de dépendance, appelé Metokia, qui communique également la renommée spirituelle du monastère. Soit l'architecture, soit la décoration du brillant prototype d'Osio Luca, soit les deux, sont fidèlement reproduites dans les églises érigées dans les dépendances, indiquant que probablement les mêmes bâtisseurs y ont travaillé. Dans la région de Béotie, deux Métokis sont aujourd'hui connus, Agio Nicolao à Cambia et l'église octogonale, aujourd'hui disparue, à Antikyra. En Eubée, il y avait l'église d'Agio Luca dans le village du même nom près d'Alivry et le monastère de Panagia Perivleptos à Politika. Le catholicon d'Osio Luca est orné sur ses parois supérieures de splendides mosaïques qui sont conservées dans un état superbe. Le programme iconographique, unique dans sa conception, date aussi du XIe siècle. Austère et ambitieux à la fois, il a servi le culte du Osio et comprend environ 170 figures de saints isolés de tous ordres, ainsi que certains de la communauté monastique locale. La crypte abrite la tombe de Osio Luca. Deux autres tombes sont logées dans la crypte, qui appartiennent à deux des abbés les plus anciens et les plus importants du monastère. Les peintures murales de la crypte ont un caractère funéraire, comme en témoigne la représentation de la dormition de la Vierge, les scènes de la Passion et la Déisie dans le sanctuaire. Les 10 voûtes d'ogives du toit sont ornées de 40 portraits de saints en médaillon. Parmi eux, à l'exception d'Osio Luca lui-même, de nombreux saints ascétiques sont représentés, ainsi que des personnalités qui ont joué un rôle important dans l'histoire du monastère.
Comme Osio Luca l'avait prédit, des foules de gens sont attirés par le monastère après sa mort. Le site de sa tombe, la crypte, sert d'abord aux besoins liturgiques des moines, mais évolue progressivement vers un lieu de pèlerinage et un centre de culte, les reliques obtenant des propriétés miraculeuses, principalement thérapeutiques. Des guérisons sont enregistrées, à savoir avec les patients dormant à côté de la tombe, souvent pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le Osio les visite dans leur sommeil pour les guérir. Les pèlerins sont plutôt des personnes appartenant à des classes sociales inférieures, comme les paysans et les ouvriers, les clercs et fonctionnaires sont moins fréquents. Ils viennent des villes et villages de Béotie, comme Thèbes et Davleya, ainsi que de Bé. Au nord de l'église de la Vierge subsiste un couloir sous lequel se trouve la source du monastère. Le couloir était jadis séparé en compartiments sombres pour former des cellules de moines. Aujourd'hui, on y trouve une exposition sur la vie monastique. L'église de la Vierge se trouve un peu en arrière de l'église principale actuelle. À l'intérieur, l'église de la Vierge adopte le plan en croix grecque avec une nef carrée au pavement de marbre, elle est surmontée d'une coupole que soutiennent 4 colonnes. Au-dessus du monastère se trouve une petite chapelle à l'aspect bien grec, peu de personnes s'y rendent. C'est l'église de la Transfiguration, qui reste fermée au public. Elle n'a pas de clocher, ses cloches sont accrochées à la branche d'un pin. Nous sommes encore en race campagne et le chemin vers Athènes commence par une sérieuse route de montagne au nord de Kyriaki. Nous cherchons une place pour le casse-croûte de midi et trouvons un départ de piste forestière parfait pour cela.
Après ce répit tranquille, nous descendons vers Livadia et Thèbes. Nous y choisissons l'autoroute en direction d'Athènes. Notre but est la montagne Vertimète à l'est de la ville, une aire naturelle prisée par les habitants. On cherche longtemps un emplacement un peu à l'écart. Nous descendons un peu plus loin où une courte route part d'un virage en épingle à cheveux vers une antenne télécom. Il y a juste une place sur le bas-côté en face d'un sentier de randonnée. On est donc mieux installé que sur les grands parkings. Mais nous dormons tous les deux très mal. On entend des voitures jusqu'à tard dans la nuit. Nous nous levons finalement avant le réveil mis à 7h15. Nous avons une bonne vue matinale sur Athènes. La ville s'étend de manière tentaculaire pour loger les 4 millions d'habitants de l'aire urbaine. À nous l'Acropole maintenant. Nous cherchons la station de métro Placentia à l'ouest de la ville. C'est en même temps un échangeur autoroutier, donc facilement joignable. En y arrivant, nous voyons plein de voitures garées en bordure des doubles voies. Le parking est vide pourtant. Le tarif journalier de 3,50 € n'est pas exorbitant, mais peut-être trop cher pour les Grecs. Les automates du métro ne sont pas en fonction, mais on achète les tickets sans problème au guichet des trains grecs, logo bleu et orange et entrelacés. Nous en prenons 2 doubles pour chacun de nous. Les tickets sont valables 90 minutes et il faut les présenter aux barrières à l'entrée et à la sortie du métro. Placez le ticket sous l'affichage et pas dessus. L'affichage indique surtout la durée de validité restante pour les tickets simples. Avec le métro de la ligne bleue M3, on arrive directement à l'arrêt Monastiraki au nord de l'Acropole. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.